Ce jour-là, j'ai ignoré la plus grosse erreur qui a failli me coûter la vie. Mais ma fille a vu quelque chose que personne d'autre n'avait pu voir. Et lorsque la police m'a appelé 2 heures plus tard, j'ai su que j'avais échappé de justesse à la mort. Mais le pire était encore à venir. C'est l'histoire la plus terrifiante de ma vie, et je dois vous la raconter. Car ce qui s'est passé ce matin-là à Lagos a complètement changé ma conception de la famille, de la loyauté, et même de la vie et de la mort. Et si vous regardez ceci maintenant, vous devez être attentif à chaque mot, car les signes étaient tous là. Je ne les ai juste vus que lorsqu'il était presque trop tard. Par cette matinée ensoleillée à Lagos, au Nigeria, l'homme d'affaires Kwame Okafor descendait lentement l'élégant escalier en marbre blanc de sa demeure située dans le prestigieux et animé quartier d'Ikoyi, réputé pour abriter les familles les plus riches et les plus influentes d'Afrique de l'Ouest. La maison, un bâtiment moderne de 3 étages aux murs d'un blanc immaculé et aux détails en bois africain sculptés à la main par des artisans qualifiés de Benin City, témoignait de sa réussite. Chaque sculpture racontait une histoire de prospérité, de force et d'héritage culturel. D'immenses fenêtres en verre trempé permettaient à la lumière dorée du matin d'inonder l'intérieur spacieux, se reflétant sur les sols en marbre italien miroitant. Des œuvres d'art africain contemporain ornaient les murs, des peintures éclatantes d'artistes nigérians de renom comme Ben Onwu et Njideka Akunili Crosby, valant chacune une petite fortune. Kwame était déjà impeccablement vêtu pour le jour le plus important de sa carrière, vêtu de son plus beau costume bleu marine italien Brioni, taillé à Milan spécialement pour sa silhouette athlétique. Le tissu en laine ultra-fine ondulait comme de la soie à chaque pas. Sa chemise égyptienne blanche était boutonnée au poignet par des boutons de manchette en or massif gravés des symboles adinkras de sagesse et de pouvoir. Sa cravate en soie grise aux fines rayures argentées avait été choisie par Zara la semaine précédente, lors d'un voyage éclair à Londres. Il tenait d'une main sa serviette en cuir véritable marron foncé, la même que son défunt père lui avait offerte à sa sortie de l'université 20 ans auparavant, usée mais impeccablement entretenue, contenant désormais contrats, propositions et documents qui représentaient l'avenir de son entreprise. Dans son autre main, les clés de sa Mercedes-Benz classe S noire rutilante tintaient doucement, le lourd porte-clés en or accrochant la lumière. Ses chaussures Oxford en cuir italien noir brillaient, si fort qu'elles reflétaient parfaitement la lumière du lustre en cristal tchèque au-dessus de l'escalier, chaque marche produisant un son ferme et assuré contre le marbre. Ce jour-là n'était pas ordinaire dans la vie de Kwame Okafor. Ce fut le jour le plus important, le plus décisif, le plus transformateur de ses 15 années de carrière. Ce fut celui qui allait distinguer une réussite honorable d'une réussite extraordinaire. Ce fut celui qui allait déterminer s'il resterait un simple homme d'affaires nigérian prospère ou s'il deviendrait une légende, un nom murmuré avec respect dans les salles de conseil d'administration de Johannesburg à Dubaï, de Londres à New York. Il était en retard, considérablement en retard, pour une réunion qui pouvait, sans exagérer, transformer son entreprise d'import-export de produits agricoles et textiles en un empire commercial continental dominant les marchés de 6 pays africains. Des investisseurs sud-africains extrêmement riches et puissants, des hommes bénéficiant de solides relations à Dubaï, Johannesburg, Londres et même en Chine, l'attendaient dans la luxueuse salle de conférence de l'hôtel Eco-Atlantique, le complexe le plus exclusif de Lagos, construit sur des terres gagnées sur l'océan Atlantique. Ce n'étaient pas des investisseurs ordinaires. C'étaient des magnats disposant de centaines de millions d'actifs, des hommes capables de faire prospérer ou de ruiner des entreprises d'un simple coup de fil. Le contrat sur la table valait 45 millions de dollars américains. 45 millions. Une somme que la plupart des gens ne peuvent même pas imaginer. De quoi acheter 50 demeures comme la sienne, envoyer 1000 enfants dans des universités étrangères, changer le destin de générations entières de sa famille et de ses employés. C'était le genre d'affaires qui n'arrive qu'une fois dans la vie d'un homme d'affaires, avec beaucoup de chance. Certains travaillent toute leur vie et n'ont jamais l'occasion de se présenter à une telle occasion. L'esprit de Kwame s'emballait déjà, à 100 km à l'heure, calculant les chiffres avec la précision d'un comptable, imaginant l'expansion massive que ce capital permettrait. De nouveaux bureaux à Johannesburg, capitale financière de l'Afrique. À Accra, cœur battant du Ghana. À Nairobi, pôle technologique d'Afrique de l'Est. Peut-être même à Kigali, la ville la plus propre et la plus performante du continent. Il imaginait d'immenses entrepôts, des flottes de camions arborant le logo de son entreprise, des centaines de nouveaux employés fidèles. Enfin, après 15 longues années passées à bâtir son entreprise brique par brique, contrat après contrat, sueur après sueur, ne dormant souvent que 3 ou 4 heures par nuit, sacrifiant week-end et vacances, il atteindrait le véritable sommet. Non seulement le succès, mais la grandeur.
Son nom serait prononcé au même titre qu'Aliko Dangote et Tony Elumelu. La circulation à Lagos était déjà chaotique, comme d'habitude, les jeudis matins, et Kwame savait qu'il devait partir immédiatement. Chaque minute de retard était une minute d'impatience croissante chez les investisseurs. Une minute de plus qui pouvait faire la différence entre conclure l'affaire ou l'avoir filée entre leurs doigts. Des hommes comme eux n'attendaient personne. Des dizaines d'autres opportunités d'investissement se présentaient à eux chaque jour. La ponctualité était synonyme de respect, et le respect était primordial dans le monde des affaires africains. Mais avant d'atteindre la porte principale en acajou massif, ornée de symboles traditionnels yoruba de prospérité, de force et de protection familiale, chaque symbole étant méticuleusement sculpté par un maître artisan qui avait consacré 3 mois à l'œuvre, Kwame s'arrêta brusquement. Son corps tout entier se figea à mi-chemin. Son cœur fit un bond brusque et irrégulier. Une étrange sensation, presque un frisson, lui parcourut l'échine malgré la chaleur humide de Lagos. Devant lui, fermement planté entre lui et la porte, lui barrant le passage avec une détermination farouche qui semblait totalement disproportionnée par rapport à sa petite taille, se tenait Amara, sa fille unique, âgée de 9 ans seulement. La fillette, d'ordinaire si pleine d'énergie et d'une joie contagieuse, capable d'illuminer n'importe quelle pièce de son sourire radieux et de son rire musical, avait maintenant une toute autre allure. Elle portait son pyjama blanc préféré, orné de minuscules fleurs délicates au ton rose et jaune, qu'elle avait personnellement choisi lors d'une virée shopping avec sa mère des mois plus tôt. Ses cheveux naturellement bouclés, généralement tressés de perles et de rubans colorés, étaient complètement dénoués et ébouriffés, emmêlés comme si elle avait passé la nuit entière à se tourner et se retourner dans un état d'agonie. Quelques mèches collaient à son front en sueur. Mais ce qui choqua véritablement Kwame, ce qui lui serra douloureusement l'estomac et fit battre son cœur d'une inquiétude paternelle instinctive, ce furent les yeux d'Amara. Ses beaux yeux bruns expressifs, qui brillaient d'ordinaire d'une curiosité enfantine et d'une malice espiègle, étaient maintenant rouges et gonflés, les paupières lourdes et rougies par les pleurs. Ce n'était pas le genre de rougeur qui survient après 5 minutes de larmes. C'était le genre de rougeur qui survient après des heures de pleurs incontrôlables, de larmes interminables qui brûlent et irritent. De nouvelles larmes coulaient encore régulièrement sur ses joues rondes et douces, formant des traînées brillantes sur sa peau lisse et foncée. Quelques gouttes pendaient de son menton, prêtes à tomber. Ses petites mains, toujours si enfantines avec leurs doigts potelés, tremblaient visiblement et incontrôlablement, comme si elle avait très froid ou très peur. Elles étaient jointes dans un geste de supplication désespérée, presque une prière, leurs doigts si étroitement entrelacés que leurs jointures étaient blanches. « Papa, s'il te plaît, je t'en supplie à genoux, ne quitte pas la maison aujourd'hui », supplia la fillette d'une voix si tremblante, si emplie d'une terreur sincère et d'un profond désespoir, que Kwame sentit un frisson lui remonter lentement le long de l'échine, le long des épaules, et se répandre dans tout son corps comme de l'eau froide qu'on lui versait dessus. Sa voix se brisait à chaque mot, ponctuée de sanglots qui secouaient son petit corps maigre. Jamais elle ne lui avait parlé ainsi. Ni quand elle faisait des cauchemars de monstres imaginaires sous le lit. Ni quand elle tomba malade avec une forte fièvre et fut hospitalisée à 5 ans. Ni quand elle tomba de vélo et se cassa le bras à 7 ans. Il y avait quelque chose de profondément différent, d'anormal et de troublant dans cette voix, ce ton, cette intensité. Quelque chose qui déclencha toutes les alarmes parentales dans le cerveau de Kwame. L'air à l'intérieur de la maison, qui quelques instants auparavant était empli de l'énergie habituelle et routinière d'un matin à Lagos, avec les bruits lointains de la circulation, les klaxons impatients, les vendeurs ambulants vantant leurs marchandises dans les rues animées, les rires des enfants sur le chemin de l'école, semblaient maintenant avoir complètement changé. Il était devenu plus lourd, plus dense, presque palpable. C'était comme si l'atmosphère elle-même était devenue épaisse comme du miel, difficile à respirer, difficile à traverser. La température semblait avoir baissé de plusieurs degrés malgré la chaleur tropicale extérieure. C'était une sensation viscérale, physique, insensée, mais indéniable. Kwame, un homme qui avait bâti son empire sur la rationalité et la logique, qui avait toujours fait confiance aux chiffres et aux faits, qui méprisait la superstition et la pensée émotionnelle en affaires, fronça les sourcils, confus et inquiet. Il déposa soigneusement sa mallette sur le sol de marbre à ses pieds et s'abaissa lentement, fléchissant les genoux jusqu'à être à la hauteur des yeux de sa fille. Son costume coûteux protesta légèrement à ce mouvement, mais il n'y prêta aucune attention. Il posa ses grandes mains chaudes sur ses épaules étroites et tremblantes, la sentant frissonner sous son contact. « Mais ma princesse, ma petite étoile, que s'est-il passé? Pourquoi pleures-tu comme ça ?» Sa voix s'efforçait d'être calme, douce, réconfortante,
le ton que les parents utilisent pour apaiser les enfants effrayés, mais une véritable inquiétude lui serrait la poitrine comme une main invisible. Pourquoi ne dors-tu pas encore? Il n'est que 6h30 du matin. As-tu fait un cauchemar? C'est ça. Peux-tu m'en parler? Les larmes coulant sur son visage avec encore plus d'intensité, formant désormais de petits ruisseaux qui mouillaient non seulement ses joues, mais aussi son cou et le col de son pyjama, Amara leva vers lui ses yeux bruns incroyablement expressifs. Ses yeux qu'il avait aperçus pour la première fois en salle d'accouchement 9 ans auparavant, lorsqu'elle était née en pleurant à chaudes larmes. Ses yeux qui débordaient habituellement de joie pure, de malice innocente et d'une curiosité sans borne pour le monde. Maintenant, ils débordaient de quelque chose de complètement différent. De la peur. Une peur authentique, primitive, profonde. Le genre de peur qu'on ne peut pas simuler, qu'on ne peut pas exagérer, qui vient de si profond dans l'âme qu'il est impossible de l'ignorer. J'ai fait un rêve horrible, papa. Le pire rêve de toute ma vie, commença-t-elle d'une voix à peine rauque. Tellement réelle que je ressens encore tout. Je sens encore la fumée et le caoutchouc brûlé. J'entends encore les sirènes bourdonner dans mes oreilles. Je revois chaque image comme si elle se déroulait juste devant moi. Ce n'était pas comme mes autres rêves, papa. Je les oublie au réveil. Celui-ci, celui-là est resté gravé dans ma tête comme de la colle. Je n'arrive pas à m'en défaire. Elle s'arrêta pour respirer profondément, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant rapidement, sanglotant si fort que tout son corps tremblait comme une feuille au vent. Quam sentait les vibrations sous ses mains toujours posées sur ses épaules. Il attendit patiemment, son cœur battant un peu plus vite, une anxiété inexplicable naissant au creux de son estomac. « Vas-y, ma fille. N'aie pas peur. Que as-tu vu dans ton rêve? Papa est là. Rien ne peut te faire de mal. » Il essaya de sourire pour la rassurer, mais les commissures de sa bouche tressaillirent légèrement. Amara déglutit, le regard fixé sur lui, si intense que Quam faillit détourner le regard. Tu portais exactement le même costume bleu marine que maintenant. J'ai vu chaque détail, papa. Ce n'était ni vague ni flou comme dans un rêve. C'était d'une clarté cristalline, comme devant la télévision haute définition. La cravate grise avec ses mêmes rayures argentées. Les chaussures noires brillantes qui reflètent la lumière. Même cette serviette en cuir marron que tu portes, celle que grand-père t'a offerte. J'ai tout reconnu. Je t'ai vu finir de te préparer dans le miroir du couloir, ajuster ta cravate, vérifier ta montre Rolex en or. Puis tu as descendu ces mêmes escaliers, en marchant sur chaque marche de marbre. Tes chaussures faisaient ce bruit qu'elles font toujours. Clic, clic, clic. Quam sentit un frisson. Comment pouvait-elle tout décrire avec autant de précision? Tu étais pressé, continua Amara, les larmes coulant plus vite. Tu regardais ton téléphone, les sourcils froncés comme tu le fais quand tu t'inquiètes pour le travail. Tu montais dans ta voiture noire, cette Mercedes que tu aimes tant et dont tu prends soin chaque week-end, la polissant jusqu'à ce qu'elle brille. Je te voyais ouvrir la portière côté conducteur, jeter ta mallette sur la banquette arrière, régler le siège et attacher ta ceinture de sécurité comme tu le fais toujours, méticuleusement. Tu démarrais le moteur, et j'entendais le ronronnement sourd de la voiture. Puis tu sortais par notre porte dorée, celle avec notre nom en lettres noires, et tu disparaissais dans l'avenue. Elle marqua une nouvelle pause, cette fois plus longtemps, son corps se mettant à trembler encore plus violemment. Quam la serra contre lui et la tiendra dans ses bras puissants. Continue, ma petite. Je suis là. Que se passa-t-il ensuite? J'étais là, dans l'allée, vêtue exactement de ce pyjama, et soudain, quelque chose en moi a paniqué. Une horrible sensation au ventre, comme quand on sait que quelque chose de terrible va arriver, mais qu'on ne peut rien faire pour l'empêcher. J'ai couru après la voiture en criant « Papa! Papa! Reviens! S'il te plaît, reviens! » Mais tu ne m'entendais pas. La voiture était déjà trop loin. J'ai descendu l'avenue en courant, pieds nus sur l'asphalte brûlant, les jambes douloureuses, le cœur battant si fort que j'en avais mal à la poitrine. J'ai vu ta voiture rapetisser au loin. Ses mains agrippèrent le revers du costume de Quam, froissant le tissu coûteux avec une force désespérée. Soudain, papa, soudain, j'entendis un bruit. Le bruit le plus terrifiant que j'ai jamais entendu de ma vie. Comme une énorme explosion, comme des feux d'artifice, mais en beaucoup, beaucoup plus fort. Boum! Un bruit qui me fit mal aux oreilles. Et puis je vis de la fumée. Une épaisse fumée noire,
s'élevant dans le ciel comme un serpent géant, si sombre qu'elle semblait cacher le soleil. Le jour s'assombrissait, et je continuais à courir plus vite que jamais, les poumons brûlants. Elle était presque en hyperventilation, revivant chaque instant. Kwame la serrait plus fort, sa respiration devenant saccadée. Quand je me suis approchée, il y avait du monde. Tellement de gens, papa. Des dizaines, peut-être des centaines. Tous en cercle, observant, se couvrant la bouche, certains pleurant, d'autres criant, d'autres filmant avec leur téléphone. Il y avait des pompiers en combinaison et casque jaune, déroulant d'énormes lances à incendie, arrosant d'eau. L'eau se transformait en vapeur dès qu'elle touchait le feu. Il y avait des policiers en uniforme bleu qui bloquaient la zone avec du ruban adhésif jaune et noir. Il y avait des ambulances, 3 ou 4, avec des gyrophares rouges et bleus qui clignotaient sans arrêt. Le bruit des sirènes était si fort, si perçant. Et au centre de tout ça, il y avait ta voiture, papa. Sa voix se brisa complètement, se transformant en sanglots. Mais elle força les mots. C'était détruit. Totalement détruit. Ça ne ressemblait plus à une voiture. On aurait dit un morceau de métal, tordu, froissé, méconnaissable. Et il y avait du feu. Tellement de feu. Des flammes oranges et jaunes jaillissaient vers le ciel, léchant l'air. Il faisait si chaud que je le sentais sur mon visage, même de loin. Et l'odeur, papa. L'odeur du caoutchouc fondu, du plastique brûlé, du métal chaud. C'était horrible. Kwame sentit sa bouche s'assécher. Ses doigts commençaient à picoter. J'ai essayé de me faufiler entre les policiers, continua Amara, mais ils m'ont retenu. Une policière m'a attrapé et a essayé de m'éloigner. Je me suis débattue, j'ai crié, j'ai donné des coups de pied. Mon père est là-dedans. Mon père. Lâchez-moi. Je dois aider mon père. Mais elle m'a serré plus fort et a pleuré. Je voyais des larmes dans ses yeux aussi. Elle a secoué la tête et a dit « Je suis vraiment désolée, ma fille. Tellement désolée. » Et puis je les ai vus amener. Elle ne put terminer, enfouissant son visage dans la poitrine de Kwame, mouillant sa veste de larmes brûlantes. Kwame sentit son cœur s'emballer, martelant ses côtes comme s'il allait exploser. Ses mains, d'habitude si fermes et sûres, tremblaient maintenant légèrement. Ils ont amené un brancard recouvert d'un drap blanc, murmura finalement Amara contre sa poitrine. Et sous le drap, il y avait une forme humaine. Et j'ai tout de suite su que c'était toi. Tout le monde pleurait. J'ai entendu ton nom appelé. Monsieur Okafor. Kwame Okafor. Des gens du quartier qui te connaissent. Le gardien au coin de la rue. La vendeuse de fruits. Tout le monde pleurait. Et je me suis réveillée en hurlant si fort que j'avais mal à la gorge. Mais le cri était bloqué. Aucun son ne sortait. Je ne pouvais plus respirer. J'ai dû poser la main sur ma poitrine pour m'assurer que mon cœur battait encore. Elle se recula légèrement et prit le visage de Kwame entre ses petites mains tremblantes, l'obligeant à regarder droit dans ses yeux rouges et gonflés. « Papa, je te jure sur tout ce qui est sacré. Sur Dieu, sur nos ancêtres, sur tout. Ce rêve n'était pas comme les autres. C'était un message. Un avertissement. Quelque chose de terrible, d'horrible et de mortel va arriver si tu pars aujourd'hui. Je le sens au plus profond de mon corps. C'est comme si mon âme me criait de te protéger. S'il te plaît, ne pars pas. Ne quitte pas cette maison aujourd'hui. » Le cœur de Kwame battait à tout rompre, comme s'il venait de courir un marathon. Il sentait son pouls battre à tout rompre dans ses tempes, derrière ses yeux, au bout de ses doigts, dans son cou. Sa bouche était sèche, sa langue aussi fine que du papier de verre. Une sueur froide perlait sur son front malgré la climatisation. Il avait déjà connu les cauchemars occasionnels d'Amara au fil des ans. Tous les enfants ont des cauchemars. Des monstres dans le placard, des fantômes au sous-sol, des animaux poursuivis. Des choses normales de l'enfance qui disparaissent avec un câlin et un verre d'eau. Mais là, c'était complètement différent, à une échelle qu'il ne pouvait ignorer. L'intensité pure dans ses yeux juvéniles, comme si elle avait vieilli de 10 ans en une nuit. Le désespoir authentique et viscéral dans sa voix, chaque mot chargé d'une conviction absolue. La façon dont elle décrivait chaque détail avec une clarté photographique impossible, chaque couleur, chaque son, chaque odeur.
Cela ne ressemblait pas à un simple cauchemar d'enfant. On aurait dit quelque chose de plus. Une prémonition. Un avertissement de l'univers. Un message de force incompréhensible. Il n'était pas superstitieux de nature, son MBA et 15 années de commerce international l'Y avaient préparé, mais il y avait quelque chose dans cet instant qui défiait la logique. L'atmosphère à l'intérieur de la maison, qui quelques instants auparavant lui avait semblé si normale, si banale, empreinte de l'agitation matinale d'une riche famille de Lagos, semblait désormais avoir radicalement changé. Elle était devenue étouffante. Écrasante. L'air, autrefois frais et pur grâce à la climatisation centrale, était désormais épais et difficile à respirer, comme s'il s'était transformé en eau. C'était comme si quelque chose d'invisible, de lourd et de menaçant, le pressait de toutes parts, l'écrasant lentement. Les couleurs semblaient légèrement plus sombres. Les sons matinaux à l'extérieur semblaient étouffés et lointains. C'était comme si le temps s'était figé, les piégeant dans cet instant décisif. Soudain, rompant le silence pesant et la tension étouffante, le téléphone de Kwame vibra avec insistance dans la poche intérieure de sa veste, la vibration résonnant contre ses côtes comme un avertissement. Il prit l'appareil d'une main tremblante. L'écran lumineux afficha le nom en grandes lettres, Chidi. C'était Chidi Nwankwo, son meilleur ami depuis leurs années universitaires tumultueuses et formatrices à Ibadan, plus de 20 ans auparavant, où ils avaient été colocataires et partagé des rêves impossibles de bâtir un empire. Son associé depuis 10 ans, l'homme avec qui il avait bâti son entreprise de toutes pièces, travaillant dans un minuscule bureau avec seulement 2 bureaux et un vieil ordinateur. Le parrain d'Amara, qu'il avait tenu dans ses bras à peine âgé de quelques jours et avait juré de toujours la protéger. Presque un frère de sang, plus proche que bien des parents biologiques. Chidi n'arrêtait pas d'appeler, la vibration constante du téléphone résonnant comme une alarme urgente et irritante, impossible à ignorer. Appel après appel. La rencontre qu'ils avaient soigneusement planifiée et préparée avec les puissants investisseurs sud-africains était absolument décisive et cruciale. Elle n'était pas seulement importante au sens propre du terme. Elle faisait littéralement la différence entre rester un homme d'affaires prospère mais local, connu seulement à Lagos et dans quelques villes nigérianes, ou devenir un véritable magnate continental, influent et puissant dans 6 pays africains. C'était la différence entre des millions et des dizaines de millions. Entre le succès et la domination totale. 45 millions de dollars américains étaient en jeu à cette élégante table de conférence de l'hôtel Eco-Atlantique. 45 millions. Pour mettre les choses en perspective, c'était assez d'argent pour acheter 50 demeures identiques à la sienne. Ikoyi. Envoyer 1 millier d'enfants défavorisés dans les meilleures universités étrangères Oxford, Harvard, Yale. Construire une petite ville de toutes pièces, avec écoles, hôpitaux et infrastructures. Changer le destin de générations entières, non seulement de sa propre famille, mais aussi de ses 120 fidèles employés et de leurs familles. C'était l'argent qui allait tout changer. L'avenir de son entreprise, la sécurité financière de tant de personnes qui dépendaient de lui, les emplois des employés qui avaient des enfants à nourrir et à éduquer, la future éducation d'Amara dans les meilleures institutions du monde, tout dépendait de cette rencontre décisive qui se produisait à cet instant précis, sans lui. Avant que Kwame puisse pleinement comprendre ce qui se passait, avant même qu'il puisse décider s'il devait répondre ou non à cet appel insistant, il entendit le bruit distinct et familier de talons au descendant l'escalier de marbre. Clic, 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 chaque pas résonnant dans l'immense maison comme un coup de mitraillette. C'était Zara, son épouse depuis 12 ans, qui descendait avec cette hâte contrôlée et pourtant pressante qu'elle avait toujours le matin, chaque mouvement calculé pour une efficacité maximale. Mais malgré sa hâte, elle conservait cette élégance naturelle et étudiée qui la caractérisait depuis le jour où il l'avait rencontrée à un gala de charité 15 ans plus tôt. Zara était impeccable, comme toujours, même à seulement 6h40 du matin, heure à laquelle la plupart des gens étaient encore en pyjama ou somnolaient. Mais pas Zara. Jamais Zara. Sa peau sombre et lisse rayonnait sous un maquillage appliqué avec perfection et une maîtrise professionnelle, chaque trait précis, chaque nuance impeccable. Ses lèvres étaient peintes d'un rouge profond et intense qui contrastait fortement avec sa peau. Ses yeux, parfaitement dessinés, les rendaient encore plus expressifs et volumineux. Ses cheveux, traités avec les meilleurs produits importés et lissés dans un salon exclusif qui coûtait une fortune, tombaient parfaitement sur ses épaules en ondulations douces et brillantes. Elle portait une robe absolument sublime, imprimée de motifs géométriques africains modernes dans des tons vibrants d'orange brûlé et d'or métallique, le genre de robe qui coûtait probablement plus cher que ce que beaucoup gagnaient en un mois. Des bijoux en or massif 22 carats ornaient son cou en couche élégante,
tintant doucement à chacun de ses mouvements. Ses poignets étaient ornés de lourds bracelets qui captaient et reflétaient la lumière. De longues boucles d'oreilles en or pendaient à chaque mouvement. La mallette abandonnée sur le sol, l'instant figé de la décision. Réfléchissant à la situation, elle haussa aussitôt ses sourcils parfaitement dessinés, une expression mêlant une vive curiosité à une impatience grandissante à peine dissimulée, traversant son beau visage soigneusement entretenu. Kwam resta agenouillé sur le sol de marbre froid, serrant Amara si fort qu'il semblait craindre que le destin ne la lui arrache. Le téléphone lui glissa des mains et tomba au sol, la voix de l'agent Adeyemi résonnant encore par bribes. Le véhicule a explosé, il n'y a eu aucun survivant. Son esprit était en ébullition. Pendant quelques secondes, il n'y eut ni contrat, ni millions, ni investisseurs. Rien de tout cela n'avait d'importance. Seule restait la chaleur du corps de sa fille contre sa poitrine et la brutale prise de conscience que s'il avait fait 2 pas de plus ce matin-là, s'il avait ignoré ses larmes, il serait mort, réduit en cendres dans la voiture qu'il aimait tant. Les larmes d'Amara ruisselaient le long de son cou, mais c'étaient désormais des larmes de soulagement, et non plus seulement de peur. Elle murmura doucement, d'une voix étranglée mais ferme. « Je te l'ai dit, papa. Je savais que quelque chose d'horrible allait arriver. » Kwam ferma les yeux, le cœur battant la chamade. « Tu m'as sauvée, ma fille. Tu m'as ramenée à la vie. » Mais alors même qu'il s'accrochait au maigre salut qu'il avait reçu, un détail commençait à le ronger. Le conducteur. Pourquoi conduisait-il cette voiture? Qui lui avait dit de partir à ce moment-là? Il n'avait pas demandé qu'on vienne la chercher. Et pourquoi, aujourd'hui plus que jamais, les freins d'une voiture aussi neuve, entretenue et impeccable lâcheraient-ils? Peu à peu, la gratitude aveugle laissa place à un doute venimeux. Ce n'était pas une coïncidence. C'était impossible. Kwam leva les yeux. En haut des escaliers se tenait Zara, immobile, telle une statue d'or et de glace. Elle ne se précipita pas pour le serrer dans ses bras, ne pleura pas de soulagement, ne remercia pas Dieu. Au lieu de cela, elle poussa un long et profond soupir, comme quelqu'un dont le plan a été déjoué. Ses lèvres cramoisies s'incurvèrent en un sourire contenu, presque imperceptible, mais empreint d'un cynisme que Kwam n'avait jamais vu auparavant. « C'est vraiment dommage. Il va falloir trouver un autre chauffeur maintenant, » dit-il en se versant du café dans la cuisine, comme si de rien n'était. La phrase fit l'effet d'un coup de poing dans le ventre. Le sang de Kwam se glaça. Il réalisa alors, pour la première fois, que quelque chose clochait terriblement chez la femme avec laquelle il avait partagé sa vie pendant 12 ans. Amara se blottit contre son père, se serrant plus fort dans ses bras. « Papa, maman est en colère parce que tu n'es pas mort ?» murmura-t-elle, innocente, mais aussi tranchante qu'un couteau. Kwam la regarda dans les yeux, et à cet instant, tout prit sens. L'accident n'en était pas un. L'avertissement de sa fille n'était pas un rêve. C'était un signe. Un avertissement. La mort ne venait pas seulement de la route, elle venait de l'intérieur même de la maison. Comme pour confirmer ses soupçons, la sonnette retentit. 3 coups brefs et insistants. Zara rajusta sa robe éclatante et se précipita vers la porte avant que Kwam ne puisse se lever. Quand il l'ouvrit, il était là, Chidi Nwankwo, son meilleur ami, son frère d'âme, l'homme en qui il avait le plus confiance dans le monde des affaires. Mais quelque chose clochait dans son sourire. Ce n'était plus le sourire chaleureux de sa jeunesse, ni l'enthousiasme de ses années de gloire. C'était un sourire froid, contrôlé, calculé. Derrière lui, 2 hommes en costume sombre et au regard impénétrable le suivaient. Ce n'étaient pas de simples investisseurs. C'étaient des prédateurs. « Kwame !» s'exclama Chidi, en forçant une gaieté artificielle. « Dieu merci, tu vas bien après ce terrible accident. » « J'étais inquiet pour toi, mon frère. » Mais les mots ne trompaient pas. Kwam sentit son cœur se serrer. L'accident, les freins, le conducteur mort, tout commençait à s'aligner dans une toile obscure. Et dans cette toile était piégée non seulement son entreprise, non seulement son avenir, mais sa vie même. Il serra Amara encore plus fort, regardant l'un puis l'autre, Zara, sa femme, qui cachait à peine son dédain, Chidi, son ami, qui semblait maintenant être un étranger, les 2 hommes avec une ombre de menace dans les yeux. Et à cet instant, Kwam comprit une vérité plus douloureuse que n'importe quelle perte financière. La trahison ne vient pas de loin. Elle naît au sein du foyer, dans les sourires qui lui semblent familiers, dans les voix qu'il appelait toujours avec affection. La petite Amara, âgée de 9 ans à peine,
avait vu ce que lui, malgré toute son expérience et son intelligence, n'avait pas vu. Elle ne l'avait pas seulement sauvé d'un accident. Elle l'avait sauvé d'un sort bien pire, la mort aux mains de ceux qui l'aimaient le plus. Quam prit une profonde inspiration, sa respiration lourde résonnant dans toute la luxueuse salle de bal d'Ikoyi. Il savait que la guerre venait juste de commencer. L'accident n'était que le premier pas. Maintenant, le véritable combat allait avoir lieu à l'intérieur de sa propre maison. Et, regardant sa fille, il jura silencieusement. Tant que je vivrai, personne ne te fera de mal. Pas même ceux qui sont censés nous protéger. Ce jour-là, Quam Okafor a non seulement survécu à la mort, mais il a pris conscience de la vérité la plus cruelle de sa vie. Et il s'est rendu compte que parfois l'ennemi porte le masque de la famille.